Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Hermine de Clermont-Tonnerre. Tout le monde en a parlé à retrouver Hermine de Clermont-Tonnerre à Sèvres à bord de son bolide, une authentique Mini. La journée qui commence, qui continue, qui a déjà commencé avec les enfants. Allez, Icar! Première étape de la journée, une radio pour laquelle elle tient une chronique hebdomadaire sur l'art de vivre. Bonjour! Comment ça va? Vous faites partie, portez-la, mais bon, c'est pas... L'usage anglais veut que l'on s'adresse à la personne qui nous est présentée. À une dame, on dira madame. Et à un homme, on dira sir. À peine finie et avant son deuxième rendez-vous, elle s'accorde une pause plaisir. Je vous emmène chez un fabricant de choppers que j'aime bien, chez Xavier. J'adore les voitures, j'adore les courses, comme mon père. Tout comme papa. En passionnée des sports mécaniques, elle participe en effet à des courses automobiles comme le rallye des princesses qu'elle fait chaque année. Icar! Ah, t'es là! Il est derrière vous. Elle est trop mignonne. Ah là 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 là! Ah, les bijoux. Ça va bien? Oh oui. Oh, quelle merveille. Qu'est-ce qu'elle est sympa, celle-là aussi. Alors, et ben voilà, je vais faire un tour dans le magasin. J'adore. Oh, ce que j'adore ça. Dabier, je repasse. Quand tu veux. Je repasse et puis on fait vrombir quelques petits moteurs par plaisir et par passion et par... Merci pour ces minutes de bonheur. Allez, retour au travail, toujours suivi de sa fidèle chienne qu'elle passe son temps à chercher. Icar! Cette fois, elle a rendez-vous avec son éditeur. Alors, ça fait un petit moment. Mais oui, absolument. On est reparti sur une nouvelle aventure. On est reparti sur une nouvelle aventure, on continue la politesse. La politesse, c'est le livre dont elle sort un nouveau tome. Et devinez le thème, l'art de vivre. Et oui, son sujet de prédilection. Ta marque à toi Oui, moi j'adore ce titre. devient une sorte de label. Elle est à la fois un pied dans le passé, dans les traditions, et un pied dans le demain, parce qu'elle délivre un savoir-vivre moderne. Et humainement, elle est extraordinaire, parce qu'elle a beaucoup de cœur. On peut dire ça? On peut résumer comme ça? Merci, j'aime bien, j'adore. Icar! Louloute, allez! Il est temps de rentrer à la maison pour une soirée entre amis, autour de la cuisine diététique bien sûr. Bonsoir, welcome. Welcome pour la suite de la journée. Ma sauterelle, Allegra. Bonjour. Notre chef, Cyril. Enchanté. Qui va nous concocter des petits plats extrêmement équilibrés, diététiques, plein de vitamines, de minéraux. C'est exactement comme moi ma vie de tous les jours. On peut faire attention à sa ligne, d'admirer. Bravo. Si le corps est bien équilibré, si on lui donne tout ce qu'il faut, il a besoin d'absolument rien du tout pour garder la ligne, pour garder la forme et tout ce qu'il peut y avoir avec. Donc on espère vraiment que ça va plaire aux invités ce soir, mais je pense qu'il devrait être séduit normalement. Je trouve ça délicieux. Petite saveur, ça va Alors, oh, c'est bon, on entend que des...
C'était pas obligatoirement simplement pour un programme minceur qu'elle l'a pris, mais aussi pour un programme gourmand. Voilà, pour moi ça va ensemble, la minceur, la gourmandise, ça va ensemble. La gourmandise est un plaisir qui se partage chez Hermine. Se retrouver le soir entre amis avec un merveilleux chef qui nous fait un dîner où on va pas prendre un gras et on va pouvoir manger. Manger. Ouais, non, c'est très sympa. Maman, tu sais ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir. Oh, merci mon amour. Je t'aime. Je t'aime mon cœur. Une façon de vivre qu'elle a su transmettre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Hermine de Clermont-Tonnerre. Hermine, bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé. Bonjour Thierry. Vous êtes née à Boulogne-Billancourt le 3 février 1966, troisième enfant sur 4. Vous appartenez à l'une des 8 familles ducales françaises et vous portez le titre de princesse, titre attribué au XVIe siècle par le Saint-Empire romain germanique. Absolument. Alors, les Clermont-Tonnerre ont le droit d'entrer à cheval dans la basilique Saint-Pierre, quand même. Ah, j'adorais le faire. Oui. Et je choisirais plutôt un cheval blanc et en Amazone rouge bordeaux. Ah là là, Ouais. On en rêve. Alors, vous avez les armes des Clermont-Tonnerre, 2 clés de Saint-Pierre tatouées sur la fesse droite. Je vois que vous êtes bien renseigné. Eh oui, On ne peut rien vous cacher. c'est chic, ça. En cas d'accident, ça, je suis marquée au fer vous rouge. reconnaît tout de suite. Au fer rouge. Alors, votre père, le duc de Clermont-Tonnerre, était colonel au 1er REP, le régiment étranger de parachutistes, et il s'y est illustré lors du putsch d'Alger avec le général Salan contre le général de Gaulle. Vous dites, ça a gâché les dernières années de sa vie. Il est mort d'un cancer à 60 ans. Oui, parce qu'en fait, il a été nommé général. Et c'était l'année du bicentenaire de la Révolution. Et Mitterrand a dit duc de Clermont-Tonnerre, prince de Clermont-Tonnerre, l'année du bicentenaire, nommé général, non. Et ayant fait le putsch, non. Et vous avez l'impression d'être insulté, d'être dégradé, parce que c'est vraiment le terme, vous êtes dégradé. Et ça a été très dur, ça l'a énormément blessé, absolument. Alors que lui, à l'époque du putsch, il ne faisait qu'incarner les convictions qui étaient les siennes et qui étaient celles de tous les généraux à en tant l'époque. qu'officier, en tant que militaire, et quand on défend quelque chose, on le défend jusqu'au bout et on ne part pas en courant dès qu'il y a le moindre problème. Alors, vos souvenirs d'enfance ne sont pas ceux du château familial du Berry, mais plutôt ceux des bases militaires perdues dans les champs de betteraves. Vous dites que c'était dramatique et sordide. Parce que je l'ai fait une fois, Ouais. une seule fois. Et non, c'est sûr, au contraire, c'est qu'on a passé beaucoup de temps dans des endroits merveilleux, de jolies maisons, de jolies propriétés, et vous vous retrouvez dans un camp militaire à Sissonne. Je pense que personne ne sait où se trouve Sissonne. Non. C'est à côté de Laon. C'est une énorme base militaire, puisque mon père commandait 80 000 hommes. Ah oui. Et j'aurais pu adorer en profiter, mais non, beaucoup trop jeune. Ah ouais. Alors, vous êtes la chouchoute de ce père colonel, mais vous avez des rapports tendus avec votre mère qui vous corrige à la cravache. Oui, mais elle était cavalière, alors elle corrigeait Ah ses ouais. enfants à la cravache et moi un peu plus que les autres parce que j'étais un petit peu plus dissipée. Ah oui. Il faut dire que vous avez une enfance turbulente et une adolescence mouvementée. Hein. Normal. Ouais. Non. Vous fumez la pipe et des cigares. Oui. Hein. Mais pourquoi ça devrait être réservé qu'aux hommes? C'est un archétype du côté masculin et macho Ouais. de la vie. Oui. Pourquoi on devrait avoir des petites motos, des mobylettes et les garçons des énormes Ah oui, quand votre motos? grand-mère vous a fait une Peugeot 103, vous préférez une Harley Davidson, quoi. Oui, absolument. Et je l'ai toujours. Ah oui. Là, ils vous envoient en pension, donc chez les sœurs de Sainte-Croix de Jérusalem. Alors là, il faut endurer le froid des dortoirs. Hein. C'est une vie extrêmement difficile. On vous apprend à baisser les yeux lorsque vous croisez un jeune homme. Absolument. Parce qu'il y avait un grand parc et il y avait de temps en temps des garçons qui se baladaient en disant on va bien croiser des pensionnaires. Et les bonnes sœurs, quand on faisait des tours de ronde, disaient mesdemoiselles, le péché passe, baissez les yeux. Oh, le péché passe, c'est extraordinaire. Ouais, c'était drôle. Marquez, elle vous amène quand même à Rome, les bonnes sœurs, pour baiser la main du pape, quand même. C'est classe. Oui, j'ai vu ma mère supérieure il n'y a pas très longtemps et elle m'a dit mais vous vous souvenez, Hermine, lors du jubilé, on était très mal placés. Et vous inquiétez pas, mère Anne-Marie, je m'en charge. Et vous avez emmené toute la pension derrière vous. Et j'ai dit mais non, je m'en souviens pas. Mais je pense qu'il y a déjà un tempérament. Oui. Après l'épreuve du bac, vous détournez un autocar qui vous ramène à la pension, quand même. Les bonnes sœurs m'ont mis
chef de classe, chef de toutes les terminales. Et au moment du bac, j'explique à Mère Anne-Marie que quand on prend le bus à 9h près de Compiègne, dans notre pension, qu'on va arriver à Compiègne, qu'on descend du bus, enfin, voilà, on remonte, on a les sujets un petit peu tard. J'ai dit, Mère Anne-Marie, on va rester une demi-heure que le bus nous ramène de Compiègne à Cuise-la-Motte. Oui. Et rester une demi-heure, on va stresser, on va voir les profs, on va pas déjeuner. Est-ce qu'on peut rester déjeuner avec un sandwich à Compiègne? Et Mère Anne-Marie me dit, non Hermine, vous ne changerez pas les règles de la pension, c'est comme ça depuis toujours. Donc je monte dans le bus le matin, je dis, si vous voulez, celles qui veulent rentrer, rentrent. Et le deuxième, je fais la même chose, et personne ne veut rentrer à l'heure du déj. Ouais. Donc les bonnes sœurs m'ont attribué 2 détournements d'autobus. Ouais. C'est un peu facile quand même. Alors sur le plan amoureux, vous êtes assez précoce, hein, vous avez votre premier amant à 15 ans. Il en a le double. J'avais 15 ans. Eh oui. Mais en fait, il voulait se marier, vous ne vouliez pas, vous. Ah ben normal. Ouais. Ah oui, non, c'est beaucoup trop jeune. Trop jeune. Le deuxième, vous dites, c'est un grand avocat drôle et pétillant, donc on cherche Oui, américain. Américain, donc c'est pas la peine qu'on essaye de savoir qui c'est. Lui, il a 58 ans, à l'époque, vous en avez 18. J'ai toujours eu une tendance, pour les hommes un peu mûrs, intéressants, pétillants. Jeunes aussi, ils sont pétillants, mais il y a peut-être aussi le côté qui rassure, le côté paternel de la personne plus âgée. Voilà, le fait aussi d'avoir perdu mon père un peu jeune. Alors, j'ai pas besoin de psychanalyse. Non, c'est très facile. En même temps, j'ai eu une enfance heureuse et pétillante et sympathique. Mais c'est vrai, je regrette de ne pas avoir connu de pas avoir gardé mon père, parce que je connaissais divinement bien, je savais parfaitement le mener par le bout du nez. Mais j'aurais voulu le garder plus longtemps. En juin 1984, vous finissez par avoir votre bac et vous annoncez à vos parents que vous voulez travailler dans la mode et ils vous disent « Tu sais qu'il n'y a que des drogués et des putes dans le métier ». Quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire une école de styliste, elle m'a dit « Mais enfin, vous êtes complètement folle, ma pauvre Hermine. Il n'y a que des putes et des drogués. » Vous disiez vous, votre mère? Oui, mais mes parents, tout le monde se dit vous. C'est une habitude. Oui. Tradition familiale. C'est plus joli, je trouve. Je vous emmerde, c'est plus sympa que je t'emmerde. Oui, puis on se dit tu dans l'intimité. Alors, à 22 ans, après l'école de stylisme, vous rentrez chez Dior. Vous êtes resté combien de temps chez Dior? 2 ans et demi. Vous faisiez quoi? J'ai commencé par Baby Dior et Dior Lingerie. Oui. Et ensuite, Dominique Morlotti, Dior Monsieur. Ensuite, il y a la parenthèse indienne. Alors là, vous commencez par rencontrer un dénommé Yogen Gupta, qui vient à Paris monter le restaurant Vishnu. Et là, vous partez là-bas, quoi. Vous devenez folle d'Inde. Alors, Yogen, lui, était un financier. Il avait 16 restaurants dans Paris, dans l'époque. Et je suis partie en Inde pour décorer ses restaurants. Donc, je suis partie avec son épouse, Geneviève de Lantivy. Et voilà, j'ai passé 3 mois en Inde à chercher des tissus, des matériaux, des chaises, Voilà. Une fois là-bas, vous devenez passionné par l'hindouisme. Hein. Je suis attirée par cette chaleur, générosité, gentillesse, beauté. Oui. Beauté. Et donc, j'ai aimé ce côté où on vous prend comme vous êtes, ou avec votre originalité, ou vos défauts, vos travers, enfin voilà. Oui. Alors vous êtes quand même persuadé à un moment d'avoir été dans une vie antérieure, Momtazi Mahal, la princesse pour qui le Maharaja a fait construire le Taj Mahal quand même. J'aurais bien aimé. Oui. Mais moi, je suis persuadée que dans une vie antérieure, oui. Vous étiez maharanée? Non, une ame indienne. Ah. Peut-être Maharani, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais l'important, c'est de faire du bien. Oui. C'est pas d'avoir des bijoux autour de la tête. Ensuite, vous lancez dans les relations publiques et les médias. Parallèlement, vous collaborez à Point de Vue, on vous voit dans l'émission Star et Couronne. Vous commencez la publication de vos livres, des livres consacrés au savoir-vivre et au savoir-aimer, avec beaucoup de succès. Là, vous devenez star, quoi. Vous devenez très connu. Ben, je fais plein de choses parce que j'aime plein de choses. Oui. Quelle a été la réaction de la famille Clermont-Tonnerre quand vous avez commencé à faire de la télé, des livres, de la presse? Alors, les livres, ma mère m'a dit, alors franchement, s'il y en avait une, j'aurais pensé qu'ils écrivent quelque chose sur le savoir-vivre, c'est franchement pas vous, ma chère Hermine. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous avez écrit ce livre? J'ai dit, d'abord parce qu'on me l'a demandé, je trouvais que c'était drôle de faire ça d'un côté un peu pétillant, amusant, et pas vieille France, hein, avec des règles un peu anciennes, mais qu'il faut réactualiser. La vie de tous les jours, c'est plus oh, j'ai mis des chaussures en lézard avec mon sac en crocodile. Non, c'est pas... la vie, ça s'arrête pas là, le savoir-vivre, ça s'arrête pas là. Et donc, j'ai trouvé ça très amusant. Et ça m'amusait parce que c'est vraiment là où on m'attendait pas. Et j'aime bien être là où on m'attend pas. Vos relations avec les médias ont toujours été bonnes, non? Oui, toujours.
Toujours. Oui, vous devez toujours intéresser les gens, voire amuser. Sinon, j'y vais pas. Ouais. Je veux dire, voilà, quand j'ai de la promo pour un livre, pour une émission, pour quelque chose, j'y vais. Mais sinon, non, j'ai pas de raison. Ma vie est pas assez importante, intéressante pour en parler pendant des heures. Un petit peu. Et vous avez gagné de l'argent avec tout ça, Hermine? Je suis bien artiste, c'est-à-dire que les finances, c'est pas mon fort. Ouais. Je suis pas une grande championne pour gagner de l'argent. Quand j'ai des énormes groupes qui venaient de racheter Orange pour 7 milliards ou 7 ou 8 milliards en Angleterre, je sais plus, une somme astronomique, et c'était mes clients, ils disaient, vous pourriez pas rabaisser un peu le contrat? Je dis, ah bon, si ça vous fait plaisir. Et je raconte ça à mon frère aîné, qui me dit, mais ma pauvre chérie, tu feras jamais de business. Il pèse, mais des milliards. Voilà. Alors, sur le plan amoureux, ça a dû vous rapporter un certain nombre d'aventures, tout ça, non? Je suis pas une dévoreuse d'hommes. J'aime les histoires d'amour, j'aime les passions. Et voilà, et même si de temps en temps ça a pu déranger ou étonner, je suis une passionnée. Vous avez une histoire incroyable avec Alastair Cutford, non? C'est un gros coup de... Ça a été ma grande histoire d'amour. Oui. Ça a été c'est le père de mes enfants et ça a été quelqu'un que j'ai aimé passionnément. Ça s'est arrêté pourquoi? Puis, je pense incompatibilité à un moment donné. La vie change, les choses changent, peut-être des deux côtés, et on n'a plus grand-chose à se dire. Ouais. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi? Ma jolie histoire avec Alistair. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé. Je me suis amusée aux grosses têtes, je me suis amusée avec mon émission de TF1. Je me suis amusée. J'aime la vie. Ouais. Donc, je ne sais pas faire quelque chose que je n'aime pas. Ouais. Et le pire moment? Le pire moment, c'est évidemment la séparation, c'est jamais joli. Ouais. C'est jamais sympathique d'être déçue, d'être triste, d'être malheureuse. Parce que j'étais persuadée de finir mes jours avec Alastair, et on avait tout pour finir nos jours ensemble, et puis ça n'a pas marché. Et à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se croiser comme ça, et ça passe et ça peut repartir. Là, ça a fait un clash, un gros clash. Et moi qui aime bien la conduite et les belles voitures et les gros moteurs, j'ai évité que ça devienne trop dangereux et de me prendre le mur. Alors, on vous retrouve en 2010 dans la ferme Célébrité en Afrique. C'était difficile, non? L'ambiance est extrêmement difficile parce qu'on essaie de vous mettre de la méchanceté tout le temps, de la haine, de la discorde, de l'antipathie et de la bêtise. Et moi qui aime que les choses jolies, sympathiques, gaies, pétillantes, tout ce que je détestais. Et les 4 premières semaines, ça allait à peu près parce qu'il restait des gens intelligents, qui avaient une conversation avec des neurones, et pas un QI de poisson rouge, et je m'excuse auprès des poissons rouges parce qu'ils étaient en dessous des poissons rouges. Et c'est super dur. La méchanceté, mais je félicite pas de TF1 pour ça. L'émission était un flop. Mais ça fait plutôt plaisir de savoir que la médiocrité ne marche pas. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque, de Star et Couronne, de tout ça, non? Non, du tout. Chaque chose a son temps, et il est plutôt normal de s'amuser, d'aller en boîte de nuit à 18, à 22 d'avoir de belles histoires d'amour, à 28 d'avoir de grandes histoires d'amour, ou 30 des passions, à 35 des enfants, et on grandit, la vie c'est grandir. Si c'était à refaire votre vie, Hermine, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Cette séparation. Je gérerais avant, mieux. Quelques années avant, j'aurais été moins indulgente, moins gentille, j'aurais été plus rigoureuse. J'aurais mieux protégé l'après. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Si omnes et non, même si tous, moi non. La devise est Clermont-Tonnerre. Bravo, bravo. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous, Hermine. Merci 1000 fois. J'accueille le docteur Gubler. Sortie sans commentaire du docteur Gubler après son audition dans les locaux de la police judiciaire. L'ex-médecin de François Mitterrand a été entendu pendant près de 4 heures comme témoin dans le cadre de l'enquête préliminaire pour atteinte au secret professionnel sur plainte de la famille Mitterrand. Après l'ordonnance de référé prise hier qui interdit la diffusion du livre, les éditions Plomb n'ont pas encore décidé si elles faisaient appel. Elles ont 15 jours pour le faire.
En France, 40 000 exemplaires du Grand Secret ont été vendus mercredi, unique journée de diffusion. La FNAC a décidé de reverser les bénéfices de cette vente à la recherche sur le cancer. Tout le monde en a parlé à retrouver Claude Gubler dans les Bouches-du-Rhône, en pleine nature. C'est entouré d'Olivier qu'il profite de son havre de paix et ça donne à sa passion, la photographie d'oiseaux. La photographie des oiseaux, c'est des heures et des heures d'attente pour une photo. Il y a un piquet-pêche qui est dans le chêne. On va tâcher de le prendre et puis de vous le montrer. Les oiseaux, il suffit d'attendre, il y en a. Et ne pas leur faire peur, c'est l'art de la photographie. Et la patience ne suffit pas toujours, parfois il faut changer de poste d'observation. Je crois l'apercevoir, on regardera. Et il n'est pas peu fier de l'avoir enfin attrapé cet oiseau. Ah! À travers son objectif. Un piquet-pêche. C'est un piquet-pêche sur le chêne qui est là, que nous venons de voir. Je vais l'imprimer, on va regarder. Voilà mon piquet-pêche. Une passion qui l'anime depuis des années. Voici quelques 50 000 photos prises à travers le monde. Tous les albums, l'Équateur, le Costa Rica, la Tanzanie, les Galapagos, le Chili. Ça, c'est au Galapagos. Merci. Il est l'heure pour Claude de remplir ses obligations de la journée. Direction la mairie de Cuges-les-Pins, une petite ville de 5000 habitants dont il est le premier adjoint au maire depuis 2007. Ça fait 20 et quelques années que j'exerce mes fonctions d'élu. Je suis maintenant premier adjoint, responsable des finances et du personnel et de l'informatique. Bonjour. Monsieur Durbeck, bonjour. Si vous voulez bien rentrer dans mon bureau. Prenant son rôle très à cœur, il va jusqu'à recevoir ses rendez-vous dans le bureau du maire. La journée continue au secours populaire de la ville, visite hebdomadaire. Madame la présidente, Madame l'amoureux. Secrétaire générale. Madame la secrétaire, tu vas bien ma chérie? Oui, tout à fait. Tu es en forme. Voilà, Madame Morissette Lamoureux, qui est la présidente du Secours populaire, qui dirige cet établissement depuis combien de temps maintenant? Ça fait 5 ans. 5 ans. Sans le Secours populaire à Cuges, il y aurait des gens qui resteraient sur le carreau. Toutes les semaines, une distribution de vivres est organisée et Claude vérifie que tout est prêt. À partir de 16h30, à peu près, 16h30, les familles viendront, celles qui sont inscrites sur la liste de Morissette Lamoureux, viendront et on va leur distribuer un certain nombre de produits. On leur présente un plateau. Comme un menu. Un plateau avec un assortiment. Voilà. Et bon, s'il y a un truc qui ne convient pas, ben, ils nous le disent. D'accord, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Bon, ma petite Morissette, un grand merci. Hein? C'est moi merci qui pour tout. Au revoir. Au revoir, ma belle. De retour chez lui, il est accueilli par le gardien de la maison, son chat. Bonjour ma poupette. Ça c'est mon chat. Bonjour Calypso. Dernière tâche de la journée, Claude va chercher de quoi dîner dans son potager. Là il y a un poivron, dis donc. Amoureux de la nature et de la bonne cuisine aussi. Les petits poivrons verts, alors qu'ils sont délicieux frits. On les trempe comme une frite dans la friteuse et c'est un régal. Alors j'aime bien être là. La vue que j'ai sur Cuges était assez extraordinaire. Allez, hop. Ce grand-père de 18 petits-enfants coule désormais des jours heureux en Provence. Et maintenant, la lumière se rallume sur le docteur Gubler. Claude, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 14 mai 1934 à Paris, dans le 14e. Votre père était suisse-allemand, géologue. Il avait établi la cartographie du Laos, du Siam et du Tonkin, l'Indochine de l'époque.
Puis il faisait un petit peu de renseignement pour le deuxième bureau aussi, non? Il a dû en faire. Le gouvernement français, quand il est devenu français, lui a demandé, compte tenu du fait qu'il parlait 8 langues. Ah, oui. Les Suisses sont des gens qui parlent beaucoup, même s'ils sont quelquefois très muets. Oui. Alors, au retour d'une mission, la gangrène l'emporte en 48 heures. Tout à fait. C'est quelque chose qui est dans ma tête, parce qu'on me l'a dit. Je ne l'ai pas vécu. J'avais 6 ans. De mon père, j'ai très peu de souvenirs, puisqu'il était tout le temps soit en mission, soit en travail de terrain, de recherche, de cartographie, comme le font tous les géologues. Et il est mort. On s'est toujours interrogé, nous, ses enfants et ses amis, sur les raisons de sa mort. Ma mère, qui était une scientifique, très intellectuelle, très brillante, n'a jamais voulu que je me penche trop sur le pourquoi. C'est reste un point d'interrogation. Alors votre mère, géologue elle aussi. Tout à fait. On lui doit la découverte des gisements pétroliers du Sahara et des Landes, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait, tout à fait. Sacrée famille. Oui. Alors vous passez votre prime enfance à Rabat, au Maroc. Alors vous en gardez de vagues souvenirs, de cornes de gazelle avec le thé. Le chaouche de mon père, qui était celui qui s'occupait donc des affaires de mon père et de ma mère, et qui nous invitait dans la Médina à prendre le thé avec les fameuses cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, c'était pour moi le délice suprême. Les scorpions aussi. Ça, c'était vers Colombéchard, où on allait passer quelques vacances et où il nous était interdit, quand on était petit, de faire quoi que ce soit. Et avec mon frère, qui a 2 ans de différence avec moi, nous allions chercher des scorpions que l'on prenait pour s'amuser. Et la rouste que nous avons reçue. Voilà, c'est ponctuel, mes souvenirs du Maroc, tout à fait. Alors, à la mort de votre père, en 1940, vous rentrez en métropole, à Toulouse. J'ajouterai un petit détail humoristique, si je puis dire, de cette rentrée en France, c'est que les trains marocains qui devaient nous amener prendre le bateau à Oran pour traverser la Méditerranée, comme nous sommes arrivés avec des heures de retard, le bateau était parti. Et on a dû prendre le suivant. Et je rappellerai que le bateau qu'on aurait dû prendre s'appelait la Mauricière. Il a coulé corps et biens dans la baie de Marseille. On aurait dû être là. Vous voyez, le hasard fait des choses. Voilà. Quand vous arrivez à Toulouse, là, c'est moins drôle parce que c'est la guerre, donc c'est les tickets de rationnement, les galoches en bois. Tout à fait, c'est une période très dure, très triste. D'abord, notre mère, puisque nous sommes 4 enfants, notre mère devait travailler pour les nourrir, si je puis dire. Elle travaillait au pétrole d'Aquitaine. D'abord, on était au début pensionnaire à Sainte-Barbe, où les punitions corporelles existaient. À cette époque, encore, chez les franciscains, on n'avait pas à manger, on était obligé de voler, on était obligé de... pour moi, qui était le 3e, c'était les habits du suivant, c'était les chaussures un petit peu éculées, les galoches, comme vous venez de le rappeler. Effectivement, c'était pas une vie. Même si Toulouse est une ville rose, la vie n'était pas rose. Alors, en plus, la maison est en face des usines de Voitine, donc ils sont bombardés la nuit. D'où nous avions dans le jardin un abri. Creusé, dans lequel nous descendions la nuit. Ou quelquefois, notre mère nous emmenait, parce qu'il y avait trop de risques, chez une amie à elle, qui habitait à côté de la gare, Matabio, qui était bombardée pareil. Oui. Et on descendait la nuit dans les abris. Alors, à la fin de la guerre, vous débarquez à Paris, à Janson-de-Sailly. Vous êtes condisciple de Jean Becker, le réalisateur, de Jacques Lafleur, le héros de la Nouvelle-Calédonie, de Philippe Labro, écrivain, journaliste. Effectivement, il y avait, pour nous, jeunes et un peu pauvres, je dois dire, de voir Jacques Lafleur, de voir Jean Becker avec des costumes magnifiques. Ils étaient sapés comme des ministres. Exactement. On allait faire des parties d'échecs au bois de Boulogne, on séchait les cours, on avait chacun une préférence et finalement on formait une bande d'amis assez sympathique. Alors, vous qui vouliez devenir juge ou avocat, vous allez devenir médecin. Effectivement, j'aurais voulu être avocat, mais peut-être étais-je trop paresseux pour faire des études supérieures. Je ne sais pas. Alors, vous voulez vous spécialiser dans plusieurs disciplines, la cardiologie, l'hématologie, la cancérologie, ce qui fait qu'évidemment, vous vous installez très tard
Et là, vous gardez un pied à l'hôpital et un pied dans votre cabinet, dans le 6e arrondissement à Paris. 6e arrondissement, c'est un quartier tout à fait particulier. Tout à fait particulier, parce que vous devenez le médecin des artistes, Picasso, Salvador Dali, René Char. Alors, oui, c'est tout à fait vrai. Vous soignez aussi les hommes politiques. Et le premier contact avec la famille Mitterrand, c'est en 1967, quand vous venez soigner la mère de Daniel Mitterrand, Madame Gouze, au domicile des Mitterrand, rue Guilmer. J'avais, comme on dit vulgairement, pignon sur rue, puisque j'étais à côté de chez eux. Un de leurs amis, à la mort de Jean Dayan, qui était le médecin de la famille Gouze et Mitterrand, leur a dit, mais il y a Gubler qui est là, il est bien, tu verras, il est bien. Bon, et je suis monté. Et là, vous rentrez dans la famille. Voilà. Alors, pendant plus de 10 ans, vous allez poursuivre vos activités dans votre cabinet de la rue Saint-Placide, à la clinique des Sœurs Augustines, et vous vous occuperez de François Mitterrand, entre autres. À l'époque, il est insolent de bonne santé et résolument hostile aux médicaments. Hein. Je dirais même que quand il venait en consultation, que ce soit à la clinique ou dans mon cabinet, ou quand je suis allé chez lui, c'était toujours pour me dire, pas de médicaments, hein. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est rien, hein, c'est rien. Mais non, monsieur, vous n'avez rien. Alors, lorsque François Mitterrand est élu en 1981, vous devenez son conseiller médical spécial. Il a 64 ans, c'est un rock, hein, il n'a aucun problème de santé. Et d'ailleurs, le premier bulletin de santé dit rien à signaler, tout va bien. Effectivement, on fait une batterie d'examens comme il l'avait demandé, comme il avait souhaité que cela fût. Et cette batterie d'examens, clinique et biologique, ne montre strictement rien. Ouais. Donc RAS. Mais à l'automne 1981, en voyage au Mexique, Mitterrand a de fortes douleurs lombaires. Au retour, on fait des examens, assez clandestinement d'ailleurs, au Val-de-Grâce, et le verdict tombe, cancer de la prostate avec métastase, 3 ans à vivre. Alors, pourquoi n'avait-on pas vu ça lors des examens du premier bulletin de santé? Parce que on ne fait des examens que sur une symptomatologie. Ouais. Maintenant, on les fait même sans symptomatologie. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça, oui. D'une part. Et d'autre part, on ne dit pas à quelqu'un qui paraît être en bonne santé, eh bien, je vais vous faire un scanner cérébral pour découvrir un anévrisme, ou une IRM pour découvrir un anévrisme, je veux dire. On ne veut pas faire un corps entier ou faire une scintigraphie osseuse pour savoir s'il parle, alors qu'il ne souffre de rien. Ce sont des examens coûteux. Ce sont des... On est... Même si maintenant, c'est moins, mais nous sommes quand même, nous, médecins, responsables de quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale. Et demander plein d'examens pour rien me semble être inutile. Or, ce monsieur qui était devenu président de la République, mais que je suivais depuis... qui n'avait aucun signe clinique d'appel, comme l'on dit, car il est vraisemblable que cette symptomatologie découverte en novembre 1981 existait peut-être avant, mais était complètement occulte, si je puis dire. N'était révélatrice de rien, aucun signe. Et je pense qu'aucun médecin n'aurait pu trouver... Alors là, on lui dit, vous avez 3 ans à vivre. Alors quand on vient d'être élu président de la République, c'est horrible, parce qu'il avait attendu pendant toutes ces années d'être président. Au moment où il est président, c'est vrai ce que on le condamne. C'est horrible. Alors aussitôt, Mitterrand verrouille l'info, il vous dit on n'en parle pas, même à Daniel. Et lorsque vous allez lui faire sa perfusion à 7h30 du matin rue de Bièvre, si des fois elle vous demande pourquoi vous êtes là, vous dites c'est un rhumatisme récalcitrant. Oui, à partir du moment où le patient lui-même demande à ce que les choses ne soient pas dites à qui que ce soit, vous devez vous plier aux exigences de ce patient. Donc de trouver une excuse. Si je ne souhaite pas qu'on dise à ma femme ou à mes enfants, pour le moment que je suis malade, le médecin, alors évidemment c'est un petit peu plus délicat lorsque on est dans une situation aussi importante, disons, une image auquel il ne faut pas toucher. Donc, ça posait un peu plus de problèmes que pour un patient ordinaire. Alors, lorsqu'arrive l'échéance du 2e bulletin de santé, là, il n'est plus question de transparence. Vous suggérez d'au moins parler d'examen,
mais Mitterrand est catégorique, il vous dit on ne peut rien révéler, c'est un secret d'État, et pour bien vous faire comprendre dans quelle situation vous êtes, il vous dit vous êtes lié par ce secret. Tout à fait, vous avez là une documentation tout à fait au fait des choses, si je puis dire, cher monsieur. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Non, je mettrai un tout petit détail supplémentaire, c'est qu'en fait, compte tenu des résultats que j'avais, je lui dis très simplement, monsieur, on ne fait rien, on laisse passer l'échéance, on ne fait plus de bulletins de santé. Oui. Je ne veux pas, si j'ai promis aux Français de dire, je dis, mais alors je dis que non, vous ne le dites pas. Ça a été une petite partie de ping-pong entre nous deux, jusqu'à ce qu'il arrive à me convaincre. Bon, certains à cette époque m'ont dit, mais pourquoi t'es pas parti? Mais on n'abandonne pas un malade. On n'abandonne pas un malade quand on est médecin ou qu'on aime son métier, quel qu'il soit, qu'il soit un chauffeur de taxi ou qu'il soit président de la République. Bien sûr. Donc le troisième communiqué, c'est tout va bien, rien à signaler. Et alors, pour faire face aux rumeurs, Mitterrand donne une interview dans laquelle il dit que tout va bien. Vous savez une chose, c'est que, et l'histoire l'a montré, c'est que ce monsieur a merveilleusement réagi à la thérapeutique. Et que je pourrais, je l'ai dit, défier quiconque à travers les résultats des examens de 1982, de dire qu'il avait quelque chose. Que ce soit des examens cliniques, qui a été donné par le professeur Steg, les examens cliniques, sur la normalité ou, au contraire, l'anomalie. Non, le professeur Steg disait lui-même au président de la République, mais vous êtes comme un homme de votre âge, en occultant le chose qui n'était plus visible même par les examens biologiques. Alors effectivement, miraculeusement, l'énergie de François Mitterrand revient, et pendant quelques années, le cancer se tait complètement. Vous le suivez donc quand même, et vous acceptez d'endosser un rôle de composition pour protéger le secret du président. Vous vous cachez un peu derrière le masque du béné serviable, non, on peut dire. Alors on vous voit passer à l'Élysée avec vos favoris, comme ça tout le monde dit oui, il est gentil. Évidemment, personne ne sait la vérité. Mais, ça me fait plaisir de vous voir rire et d'entendre ça, drôle. Car c'est tout à fait ça. Ça a été un jeu de composition pour moi, d'être, vous savez, d'être le plus proche possible de ceux qui regardent, parce que quand on est très proche de quelqu'un, eh bien, on ne le voit plus. Il y avait combien de gens dans la confidence? Je dirais que, allez, peut-être pas une dizaine, un peu moins. Un peu moins, amis ou politiques. Mais Daniel Mitterrand le savait? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est en 1992. Mais bon. Alors en mai 1988, François Mitterrand est réélu, il a oublié sa maladie, tout va bien, et elle se réveille en 1992. Et c'est là que ses liens avec vous vont se distendre, parce que désormais, Mitterrand a pris conscience de la mort, là, il est devant son problème. Il ne peut plus regarder en face celui qui sait tout. Je dirais qu'en 1992, il est opéré, il a une première intervention. En 1992, après son discours avec Philippe Séguin sur Maastricht, à la Sorbonne. Oui, tout à fait. Et on l'opère le lendemain matin. Tout se passe bien. Donc ce que vous dites, docteur, c'est que quand il a fait cette émission de télévision avec Séguin et Guillaume Durand, le lendemain matin, il sait qu'il va subir l'opération. Oui. Je crois que l'émission a duré une partie de l'après-midi. On s'est séparés pour aller dîner chacun de notre côté. On s'est donné rendez-vous. Sa voiture est venue me prendre rue du Four, je crois, ou quelque chose comme ça. Et nous sommes rentrés à Cochin, où il a été opéré le lendemain matin par le professeur Steg. Alors, l'année 92 est encore une année, je ne dirais pas correcte, mais François Mitterrand était un homme de la terre et qui a toujours refusé dans sa tête que l'on s'attaque à sa chair. Il disait lui-même, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes en train là, de m'ouvrir et c'est vous qui allez disséminer tout ça, c'est pas moi. Moi, je maintiens tout ça. Malheureusement, la symptomatologie était telle qu'il fallait l'opérer. Mais c'est plutôt 93 et 94 qui vont être des années un peu charnière, vous voyez, et là, deuxième intervention, c'est 94. La deuxième intervention,
beaucoup plus difficile, et c'est à partir de ce moment-là que... Bon, voilà, là, il est en face de la mort. Mais il a souvent été dans nos relations intellectuelles, et vous le savez vous-même, combien de fois il parlait de la mort. Oui. C'est écrit dans tous les livres biographiques sur lui, ses visites dans les cimetières, oui, c'est parler de la mort en général. Il m'en parlait même à moi, et je lui avais cette réflexion, je lui disais, mais attendez, je lui disais pas fichez-moi la paix, mais ça a dû m'arriver quelquefois de lui dire fichez-moi la paix avec votre idée. Vous avez encore envie de séduire, ouais. Vous êtes un séducteur qui avait encore envie de séduire, je dis pas séduire les femmes, séduire au sens vrai du terme, ouais. Les humains, les hommes, par votre œil, par votre regard, vous voulez les séduire, et tant que vous aurez cette envie, vous êtes en vie. Ouais. Sinon, là, vous serez mort. Et il me dit, vous avez raison, vous avez raison. Bon. Et alors, à ce moment-là, effectivement, vous savez tout, vous lui rappelez la vérité, vous lui rappelez les bulletins de santé mensongers. Donc, il a du mal avec vous à partir de ce moment-là. Il sait que la médecine traditionnelle ne peut plus rien pour lui. Ah. Il est, comme vous venez de le dire, en face ouais. de l'autre face du miroir. Ouais. Et je représente non seulement celui qui traîne la valise de la mort depuis 14 ans, mais en plus, mon impuissance dans la qualité de la médecine ouais. que j'apporte oui. a réalisé un miracle. Comme on me l'a dit, faites un deuxième miracle. Sinon, je ne peux pas faire. À partir de ce moment-là, il connaît ma psychorigidité, comme il l'appelle, luthérien, comme il le dit, et il va se tourner vers d'autres médecines ouais. un peu parallèles, un petit peu hors d'usage, et il ne m'entraîne pas dans ce jeu, et je ne me laisse pas entraîner dans ce jeu par rapport à ces médecines. C'est vous qui lui avez amené le docteur Tarot? Oui, le docteur Tarot est un excellent anesthésiste et qui est spécialiste de la douleur. Ah. Or, à partir de 1993, il commence à avoir mal. Donc, je fais appel à Jean-Pierre Tarot, je vais le chercher, en disant, bon, bah, il faut faire quelque chose. Et donc, Jean-Pierre Tarot rentre un petit peu là, et effectivement, je pense que pour n'importe quel malade, l'homme qui vous supprime ouais. la douleur, quelles que soient ouais. les drogues qu'on donne ouais. pour supprimer cette douleur, devient quelque chose de très important. Bien sûr. Il lui donnait quoi, de la morphine? Je n'étais pas dans ses bagages, mais ouais, c'était ouais. Si moi j'avais été en charge, c'est ce que j'aurais donné, mais c'est très vraisemblable. Mais est-ce qu'on peut gouverner un pays en étant sous morphine? Eh bien, écoutez, pendant une courte période, je dis bien une courte période, il n'était pas apte et qu'il était très gêné par ouais. c'est bien parce que quand vous donnez un certain nombre de choses à quelqu'un, quel qu'il soit, que je répète, chauffeur de taxi, ouais, président de la République, ou le pape, il y a des conséquences. Ouais. Je pense que si quelqu'un était le pilote d'un 747 et qui était avec des terrains, il serait, de par la médecine du travail... Arrêtez. Alors, vous apprendrez la mort de François Mitterrand par les journaux. Personne de la famille ne vous a prévenu. Pourquoi ? La famille, non, mais Jean-Pierre Tarot m'a appelé en me disant à 7h du matin, je crois. Ouais. 8 jours après le décès de l'ancien président, vous publiez chez Plomb un livre intitulé « Le Grand Secret » où vous révélez effectivement que le cancer avait été diagnostiqué dès 1981, que les bulletins de santé étaient mensongers et que dès 1994, le président Mitterrand n'était plus vraiment capable d'assumer ses fonctions. En 2 jours, vous vendez 40 000 livres, donc un livre que vous avez écrit avec Michel Gonod. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? D'une part parce que je lui avais dit que j'écrivais, que maintenant que c'était sur la place publique qu'il avait un cancer, je remettais des choses en place. Chaque fois que je le voyais, il me disait alors, avec un sourire ironique, où en sont vos notes? Et je rappellerai, pour ceux qui ne le savent pas, que dans un livre écrit par Monsieur Benamou, qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, il dit que le dernier réveillon avec Jacques Lang, des ortolans,
il parle, vous savez que Gubler écrit un livre, donc avant qu'il meure, on savait que j'écrivais un livre. Vous aviez choisi Michel Gonod parce qu'à l'époque, vous lui avez filé des mauvaises informations à une époque. Bien sûr, avec mon sourire ironique. et donc là, vous faites le livre avec voilà, lui pour dire toute la vérité. C'était la moindre des choses. Voilà. Alors là, évidemment, vous devenez extrêmement médiatiquement célèbre. Quelles ont été les réactions au moment de la publication du livre? Alors, il y a eu un tollé général, et que je peux comprendre compte tenu de la courte période entre la mort et la publication du livre, que je n'ai pas pu arrêter, mais bon, qui n'aurait pas eu lieu si le livre était paru 3 mois ou 6 mois après. Bien sûr. C'est la date qui est surtout polémiste, si je puis dire. Hein. C'est pas le livre lui-même. Donc, une levée de bouclier politique, médecin. Bon, ça a été une période de choc, de difficulté, que ce soit cette médiatisation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, de journalistes qui me couraient après, tout le monde voulait vous avoir. D'avocats plus ou moins retors et méchants. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde comprendra de qui je veux parler. Personne n'a dit, mais attendez, avant de mourir, François Mitterrand voulait 3 choses. La vérité sur sa fille, Mazarine, la vérité avec Péan sur l'affaire Bousquet, et la vérité sur sa santé. C'est vrai. Quelqu'un aurait dit ça, tout partait. Les proches auraient pu le dire, voilà. Mais il le savait. Mais il le savait, qu'il voulait 3 choses. La vérité, c'est la raison pour laquelle il m'avait dit, vous direz la vérité. Vous êtes un psychorigide luthérien, mais vous direz la vérité. C'est sûr. Alors, est-ce que ce livre vous a rapporté de l'argent? Pas du tout. Dans un premier temps, il a été interdit. Après l'arrêt de la Cour européenne, il est reparu, mais cet ouvrage, comment on dit, les droits d'auteur ont été intégralement versés à ma commune. Donc vous, ça vous a rien rapporté? Rien rapporté. Pendant toute cette époque, donc avec Mitterrand, quel a été le meilleur moment? Je ne dis pas les meilleurs moments qui sont tous les mêmes. C'est des moments de solitude à 2 en se promenant pour parler. Et le pire moment de toute cette époque? Un moment, on dirait 82 ou quelque chose comme ça, où il a voulu arrêter son traitement. Et là où je lui ai dit, attendez, c'est fini, si vous arrêtez, j'ai plus besoin d'être là, je m'en vais, vous n'avez plus besoin d'être soigné, si vous arrêtez votre traitement. Alors, 2 jours après la publication du Grand Secret, le livre est retiré de la vente à la demande de la famille Mitterrand. Vous êtes condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret médical et 50 000 € de dommages et intérêts et radié de l'ordre des médecins. C'est beaucoup, là, quand même. Vous savez, ça s'appelle un coup de massue sur la tête pour écraser une mouche. Alors, radié de l'ordre des médecins, c'était le professeur Glorion, qui à l'époque était président du Conseil national de l'ordre des médecins. Or, comme vous le savez, je n'exerçais pas. J'étais inspecteur général des affaires sociales. Je n'étais pas médecin. Je ne vivais pas de mes revenus de médecin. Donc, ça n'était... On va le radier, qu'est-ce qu'on fout? Excusez-moi de l'expression. Ça ne fait quoi? On le radie, il pourra toujours vivre avec... il est fonctionnaire, il pourra toujours vivre. Ce qui n'empêchait pas le Conseil national de l'ordre de me recevoir avec un tapis rouge, parce que j'étais inspecteur général des affaires sociales et que je réglais les problèmes de l'application des mesures européennes sur les professionnels de santé. Vous voyez, il y a une espèce de drôlerie de la vie. C'est absurde. Ce n'est qu'en 2005 que la Cour européenne de justice vous donnera raison. Le livre est réédité, et donc depuis, on peut le trouver en vente libre. Absolument. Alors voilà, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de l'Élysée? Pas du tout. Ah bon? Ça vous manque pas? Pas du tout. Les arcanes du pouvoir? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais été d'ailleurs dans les arcanes du pouvoir. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? La rancune est un mot que j'aime pas, mais il y a des êtres humains que je n'aime pas beaucoup. Alors j'en citerai un, Monsieur Georges Kejman. Monsieur Georges Kejman, parce que, si l'on se rappelle bien les faits, à un moment donné,
Daniel Mitterrand a dit mais non, je ne veux pas que Gubler ait de la prison, quelque chose comme ça. Et Madame Ezrati, qui était présidente de la Cour d'appel, a dit mais attendez, donc on arrête tout. Et Georges Geiman est allé revoir, dire non, alors que Daniel aurait été dire bon, allez. Ah oui, vous aviez soigné son mari pendant tellement d'années. Oui. Mais c'est pour ça qu'avec le recul, même le juge de la chambre qui m'a condamné dit en privé que c'est un des jugement qui lui reste en travers de la gorge parce que en disant mais il n'a jamais dit qu'il mais c'est une des affaires qu'il a sans doute le plus déplu si je puis dire. Docteur, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je crois que dans la vie les échecs, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, les coups de bâton, c'est positif, pour moi. Donc, les choses ne seraient peut-être pas les mêmes, parce que les événements ne seraient peut-être pas les mêmes, mais je ne changerais pas d'un iota. Votre attitude? Mon attitude, elle-même, elle ne changerait pas. C'est comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, je continue à faire ce que je fais, c'est comme ça, je suis comme je suis. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Sur ma tombe sera écrit « Fugion toré, les heures s'enfuient. Accedun tenebre, les ténèbres arrivent. Luxo termine eternum manet, mais la lumière demeure dans l'éternité. » Alors, est-ce que, comme François Mitterrand, vous croyez aux forces de l'esprit? C'est pas le mot que j'emploierais, moi je suis plus croyant, si je peux dire, mais ça peut se rejoindre. Je pense que il y a quelque chose qui sublime notre chair propre. Le fait même de se parler comme on se parle fait qu'il y a quelque chose qui reste, et c'est ce quelque chose qui, pour moi, est la lumière dans l'éternité. Très bien, merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Claude. J'accueille Philippe Laville. On a parlé à retrouver Philippe Laville dans le 17e arrondissement de Paris. Comme tous les matins, il descend prendre son petit déjeuner au café en bas de chez lui. Ça va être petit croissant. Petit croissant. Avec petite mais miel abondant. Ah bon? Parce que la dernière fois, tu m'as mis 3 gouttes de miel, j'ai trouvé ça... C'est parce que je n'avais pas. J'ai trouvé ça un peu ras. J'aime bien la rue qui s'éveille, les gens qu'on connaît, les commerçants du coin. Les petits stylos, la petite merdouille. Mais il y a tout, c'est génial. Il est où le stylo? Je lis Le Parisien tous les jours. On me donne un stylo, je fais les mots fléchés. Quand ils ne sont pas faits, je fais le sudoku. Et là, paf, mon petit cerveau s'est mis en place. Et je peux commencer à pouvoir me laver les dents avec une vraie brosse à dents plutôt qu'avec un rasoir. Ça me réveille, quoi. Attention. Oui, mais je rentre parce que ça caille un peu, tu vois. Je sais que ça caille. C'est bon, merci Sabine, t'es un amour. Je vais bosser, moi. À plus tard, hein. À plus tard. Venez pas avec moi dans la salle de bain, parce que... Bien habillé, le chanteur prend ensuite la route pour une journée de comeback. Allez, en voiture. On va être un peu à la bourre, là. Alors là, nous allons répéter une émission de télévision dans les studios de Patrick Sébastien. Je vais chanter un pot pourri de chansons de très très connus. Il y aura que Il tape sur des bambous. Bon, ça c'est normal, hein, parce que c'est quand même
C'est quand même, entre guillemets, mon code barre. Arrivé au studio d'enregistrement, il fait sa tournée de bonjour. Bonjour. Comment ça va, Philippe? Ça va bien? Ça va et vous? Très bien. Bon appétit. Merci. Ça va? À qui n'ai-je pas dit bonjour? Bonjour. Comment allez-vous? Sans oublier l'hôte de maison, Patrick Sébastien. Et c'est parti pour la répétition. Et en chanteur professionnel, Philippe Laville est toujours exigeant. C'est une île au milieu de la mer, dont je connais tous les mystères. Je reviendrai à Fort-de-France. Un peu moins de batterie dans le retour si c'est possible. Fin de la répétition, il file chez son cordonnier préféré. Et oui, Monsieur Laville est un amoureux de la belle chaussure. Bonjour les filles. Bonjour. Philippe. Ça va, Olive? Et toi, mon loulou? Les teintes des deux côtés, là, sont pas les mêmes. Je préfère ça à ça. Voilà. Ce que j'aime, c'est la matière, si vous voulez. Je peux pas me balader avec une sac, comment ça s'appelle, un attaché-caisse en plastique, quoi, ou en sky. Je te parle plus, hein, d'ailleurs. Je te parle plus. Je te balade avec un cartable en plastique, je te parle plus. Nous, on fait un peu un métier d'artisan. Quand on fait nos petites chansonnettes, c'est de l'artisanat. Pour moi, c'est comme ça que je le considère. Et eux aussi, sont un peu des artistes. Ce sont des artisans, mais des artistes. Salut. Merci. Au revoir les filles. Bon, allez, je fonce parce que là, je vais être vraiment à la bourre. Salut. Souriant et bien chaussé, Philippe Laville repart toujours pressé. Et maintenant, la lumière se rallume sur Philippe Laville. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors Philippe, vous êtes né le 26 septembre 1947 à Fort-de-France, en Martinique, sous le nom de Philippe Durand de Villegégu-du-Fresnay. Vos parents sont des Antillais blancs, des Béquets, dont la famille s'est installée dans les îles depuis 1750. Oui, un truc comme ça, oui. On a retrouvé des ancêtres à cette époque-là. Et vous savez d'où ils venaient en France? Alors, dans la région nantaise et de Bretagne. Votre père exploite des bananeraies au village du François où vous habitez, et votre mère est l'héritière du rhum Bali. Ouais. Famille riche, alors? Pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que j'avais un grand-père qui était une espèce d'humaniste, un bonhomme qui a créé le vieillissement du rhum en fût de chêne. C'est lui qui a mis ça au point au début du siècle dernier. Il a filé dessus à des copains. Il a eu 10 enfants. On a revu ses livres de contes. C'était don à machin pour faire ci. Il a fait les petites sœurs des pauvres, les petits frères des pauvres. Donc c'est un type, l'argent n'avait absolument aucune importance pour lui. Alors, enfance très jolie, dans une petite maison coloniale, cernée par une luxuriante végétation tropicale, à 6 km de la route la plus proche. Oui, on a vécu dans cet endroit-là, un peu comme des Robinson, quoi. Alors là, vous pêchez les écrevisses, vous montez à cheval, enfin une vie de rêve. Ouais, on apprend à chasser avec des lance-pierres. Ouais. J'ai un souvenir incroyable de cette époque-là. Alors votre mère, qui chantait bien, avait rêvé d'une carrière artistique. Et sur les conseils de Louis Jouvet, qu'elle avait rencontré lors d'une tournée de Jouvet aux Antilles pendant la guerre, elle était venue en métropole en 1945, mais elle s'était trompée de métro et elle n'avait jamais eu le rendez-vous qui aurait pu la conduire vers l'art lyrique. Elle s'est trompée de métro, et je pense qu'elle était déjà un peu amoureuse de mon père. Et puis, quand je suis né, ça a été un enfantement difficile et sa voix a été très abîmée. Ouais. Et vous, en fait, vous êtes un peu devenu chanteur par atavisme. Vous vivez un peu sa vie par procuration, d'une certaine façon. Mais je m'en suis rendu compte un jour, en fait. Je me suis dit, c'est bizarre que tu aies perdu ta voix et que j'en ai fait mon métier. Alors, pendant votre enfance, vous écoutez de la salsa sur Radio Cuba et des musiques antillaises sur les radios en ondes moyennes qu'il y avait là-bas à l'époque. Oui, oui. C'était la Biguine, c'était les vieilles mélodies, les magnifiques mélodies créoles qui font partie du patrimoine. Les grands orchestres du père d'Eddie Louis, par exemple. Et la radio diffusait aussi du jazz, beaucoup de jazz et de la musique classique. Mais en 1960, quand vous débarquez en métropole, vous découvrez le rock'n'roll. J'entends les premiers Hallyday, j'entends les premiers Chaussettes Noires, je dis tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis les Beatles tout de suite. Les Beatles, les Stones, Cream... Voilà, dès que j'entendais un truc qui me branchait un peu, je l'achetais. Donc c'est comme ça qu'un jour j'ai eu un album de Cream, et puis cet album c'est devenu un album de chevet, quoi, un album culte que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais.
par la suite, c'est dans un pensionnat dans la Drôme, à Dieu-le-Fit, que vous êtes initié à la musique par votre prof d'anglais, qui n'est autre que Grim Allwright, quand même. Oui, Grim était à l'époque prof. Il nous expliquait comment, pourquoi, le pourquoi des choses. Tiens, ça, c'est une jolie phrase musicale pour ça, pour ça. Et ça, c'était vachement intéressant. C'est comme voir un match de rugby avec à côté de Jean-Pierre Rive, quoi. Là, vous achetez une guitare, vous rêvez de devenir chanteur, mais vos parents vous collent 3 ans dans une école de commerce où vous montez des groupes quand même. Hein. On avait monté 2 groupes. On faisait les... Alors c'était marrant, on faisait des kermesses, on faisait des soirées mondaines. Mes hommages madame, tout ça en smoking. C'était assez rigolo. Et puis on jouait pour nous, pour rigoler, quoi. Alors, vous sortez un premier 45 tours en 1969 qui s'appelle « À la Califourchon ». Oui. Les militaires, quand ils allaient en permission à Fort-de-France, ils étaient dans des camionnettes de l'armée, et puis ils tapaient comme ça sur la camionnette, machin, et ils faisaient à la Califourchon, mes amis, c'est WAP. Mes amis, c'est WAP, ça veut dire je vais la sauter, quoi. Je vais me trouver une gonzesse et je vais la démonter. C'était un peu ça l'idée. Alors quand je suis arrivé avec ça en France, les gens ont trouvé ça rigolo, hein. Mais en même temps, mes potes antillais disaient, t'es quand même gonflé de dire ça. Mais je dis, c'est pas grave. Bon, après ça, il y a eu ce fameux groupe Saiyan Supercrew qui avait fait Angela, Anke von Chua pendant Papa Palace, qui veut dire, Angela, je vais te défoncer pendant que ton père n'est pas là. Voilà. Et tout ça, c'est passé à la radio, allègrement. Personne ne fait attention. Alors, le deuxième, c'est sur une musique de Billy Bridge, avec les filles, je ne sais pas. Ça marche bien. Hein. Deuxième succès. Ouais. Je comprends pas d'ailleurs ce qui m'arrive, en fait. Parce que c'était pas le genre de chansons avec lesquelles j'avais envie de me faire connaître, quoi. Pour moi, ça a été un coup, ça. Voilà. Le problème, c'est que vous pensez plus à vous amuser qu'à bosser. C'est l'époque où vous fréquentez Caroline de Monaco, qui a 17 ans à l'époque. Je me suis jamais exprimé à propos de Caroline de Hanovre, maintenant, enfin, Monaco, pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai fait le serment à son père, le prince Régnier, la seule fois où je l'ai vu, que jamais de ma vie, je n'en parlerai. Donc je m'y tiendrai, je continuerai à m'y tenir. On m'a proposé de l'argent pour écrire un livre, j'ai dit non, beaucoup d'argent, j'ai dit non. La deuxième, c'est que nous avons tous les deux fait nos vies, que nous avons des enfants, et que je pense que le passé des parents, pour des enfants, c'est pas à moi d'ouvrir ma gueule. Donc... Un amour de jeunesse, un bel amour. Oui, ah ben, très joli. Une histoire, une histoire merveilleuse, délicieuse, charmante. Voilà. Je ne garde que ce souvenir formidable, quoi. Voilà. L'album suivant ne marche pas, vous partez de chez VEA, vous êtes obligé d'autoproduire vos 45 tours, c'est la galère. Et là, devant l'échec de votre carrière, vous envisagez de changer d'activité, de retourner à la Martinique, vous achetez un aller simple. Oui. Je l'ai toujours, je crois. Et avant de partir, vous misez sur un titre écrit avec Didier Barbelivien, Il tape sur des bambous. Ouais. Alors là, c'est le tube de l'été, 1,5 million d'exemplaires vendus. Quoi. Ouais, un truc comme ça. Colossal. Et Bob Sockey un jour m'appelle et me dit garde ta voiture, garde ton appart, garde ta chaîne stéréo. Ne retourne pas en Martinique. Déchire ton billet, fais-toi rembourser ton billet, voilà ce qui se passe. Et il s'est passé énorme. Un truc énorme, Sinon, vous auriez fait quoi en Martinique si vous étiez retourné? Je sais pas, moi j'avais envie d'aller faire du tourisme, bosser, faire un petit hôtel de 20 chambres, espèce de vie. D'ailleurs, peut-être que je ferai ça demain, j'en sais rien. Alors, 3 ans plus tard, nouveau tube avec Barbelivien, Elle préfère l'amour en mer. Énorme. Musique de film. Je faisais un album à l'époque qui s'appelait Nonchalance. Pendant qu'on enregistrait l'album, Michel Lang me demande une musique pour un film qui s'appelait À nous les garçons. J'avais les chansons d'avance et je lui fais écouter ça. C'est un truc qu'on avait depuis des années, qu'on n'arrivait pas à paroler. Quand même fou. J'appelle Barbelivien un jour à 7h du soir. Je dis, Didier, demain matin, 10h, j'ai besoin d'un texte sur Ella, Ella, Lala. Ça s'appelait comme ça. Ella, Ella, Lala. Le lendemain, il m'apporte le truc, je chante. Je fais 2 prises de voix. Je retourne jouer au flipper avec Eddie Mitchell qui était dans le studio à côté. Les Costa viennent faire les voix. À 4h de l'après-midi, c'était bouclé. J'ai repris l'enregistrement de mon album. Quand la musique du film est sortie, il y a une attachée de presse de je ne sais où qui a dit c'est un tube, qui est allée voir les radios, c'est devenu un tube. Et puis en même temps, cette chanson, je lui en ai voulu à mort, parce qu'elle m'a flingué mon album qui venait derrière.
C'est un peu toute votre histoire, ça. C'est-à-dire, en fait, vous faites des gros tubes formidables que tout le monde a encore en mémoire, et parallèlement, ça obscurcit un peu votre carrière de réel chanteur, auteur, compositeur, sur des choses un peu plus sophistiquées, quoi. Ouais, je pense, oui. Ouais. Ça commence à me gêner énormément, là. Ouais. J'ai quand même inventé le frisbee. Hein. Il y avait toujours de très jolies pochettes sur les singles qu'on faisait. Jeff Dunas, qui était un photographe américain de charme, qui m'avait fait la photo des bambous, Jean-Baptiste Mondino, etc. Donc, belle pochette. Donc, les mecs gardaient les pochettes et ils m'envoyaient le disque. En général, je prenais la gueule. Donc, jamais. Au bout d'un moment, c'est un peu gonflant. 2 ans plus tard, Collet serré, Jocelyne Berroard, ouais. Encore pareil, la chanteuse de Cassav, énorme tube. Bah, j'appelle ça des moments magiques. Ouais. C'est-à-dire que la chanson, on l'écoute, on peut l'écouter 20 fois, dire c'est vachement bien, on la chante une fois, il y a l'espèce de chair de poule qui se machin, et on s'est dit si je la chante pas, je suis un gros con. Quoi. Ouais. Donc je suis allé voir Jocelyne, j'ai dit écoute, il faut qu'on fasse ça, on l'a fait. Alors, grosse célébrité à ce moment-là. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Par exemple, votre mère, elle dit quoi à ce moment-là? J'ai la chance d'avoir eu, et d'avoir toujours, une famille pour qui la célébrité, l'argent, le succès, tout ça... Quand je suis à la maison, on me demande de changer des ampoules, de descendre les poubelles, mes petits-neveux me sautent sur les genoux et ils ne voient pas la chanteuse, quoi. Ils voient juste un oncle ou un grand-oncle. Avec les médias, ça s'est toujours bien passé, non? Jamais de problème, non. Jamais. Si on m'a fait, au moment de mon divorce, je crois qu'on m'avait fait une page dans Voici, mais voilà. Oui, mais bon. Ça m'a... Rien de... Non, rien de salace, rien de dégueu. Vous avez gagné de l'argent? J'ai gagné pas mal d'argent, oui. Vous avez mis de côté? Non. J'avais mis de côté, oui, évidemment, j'avais mis de côté, j'avais une famille, donc on avait acheté 2 biens, enfin, en tout cas un bien et moi un petit peu d'un autre bien. Mais comme beaucoup de couples, je me suis séparé de ma femme. Et puis à un moment, il faut privilégier, je veux dire, il y a les enfants, souvent les enfants sont petits. Ouais. Le pognon, mais après tout, j'ai jamais couru après ça non plus, quoi. C'est pas l'argent. Mon père n'était pas un homme d'argent, mes grands-parents n'étaient pas des gens d'argent. Quand j'en avais, quand j'en avais pas, quand j'en ai pas, je m'en fous. Ouais. Et alors, question amour, ça, évidemment, ça devait être formidable, non? Parce que vous êtes séduisant, ça devait être... J'ai vécu de très jolis moments, c'est vrai. De 83 à 95, j'ai été marié, et une fidélité réciproque, immuable. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de dire un peu vulgairement, même pour 50 balles au bois de Boulogne, jamais, quoi. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Philippe? Il y a un moment en 88 qui a été pour moi extrêmement important. C'est le jour où on avait fait l'Olympia, tout seul, quoi. Tout seul pendant une semaine. On l'avait loué. Et mon père est venu le jour de la première. Il était au 2e rang. Et il est venu me voir dans la loge après. Il m'a embrassé, il m'a regardé. Et ce jour-là, j'ai compris dans son regard qu'il me disait « T'as quand même bien fait de te battre pour arriver à faire ça. » Parce que, voilà. Ouais. Puis il est mort 1 an après. Voilà, donc il a eu le temps de me dire que j'avais eu raison. Bon moment. Et le pire moment de toute cette époque? Je crois que c'est en 97, lorsque je me suis retrouvé exsangue. Je pesais 58 kilos avec une minerve, des opérations. Ouais, cet accident-là. Les 2 plateaux de la balance, le moral qui était par terre, le physique qui était par terre, et une adversité qui était difficilement supportable, quoi. Là, ça a été quelque chose de... Je pense que ça a été quelque chose de terrible. Et quelque part, je me demande si c'est pas plus mal, parce que j'allais tellement mal que je me suis dit, si je sors pas de là, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de cette époque? Non. Non. Vous ne regrettez pas l'époque des bambous, l'époque de Collet serré, tout ça? Non, parce que j'en ai d'autres sous le coude. Bon, j'en ai fait d'autres. Et puis chaque fois que je fais une chanson, je me dis, la nostalgie ne m'atteint pas, quoi. Le passé, c'est le passé. Et si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je prendrais un avocat pour mon premier contrat. Je pense que ça m'aurait évité 5 ans de presque d'interdiction d'aller en studio, donc ce qui m'a permis de faire des chansons, d'en faire beaucoup. Mais je pense que j'ai fait confiance. Je ferais peut-être moins confiance
à des gens qui... C'était comme ça que ça se passait aussi à l'époque. C'était le show business. Ouais, c'était le showbiz. C'est pour ça que je déteste ce mot-là. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Pas si mal que ça, le mec. Ouais. Merci. Très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup, Thierry. J'accueille Hervé Claude. Hollywood n'est plus ce qu'il était. Columbia a déjà été racheté par les Japonais de Sony. Et bien cette fois, c'est un groupe européen qui attaque. Pathé veut racheter la MGM, la fameuse Metro-Goldwyn-Mayer, celle du Lion. Waouh! Comme ça. C'est l'association des deux plus vieux cinémas, des deux plus vieux noms du cinéma mondial. Tout le monde en a parlé à retrouver Hervé Claude chez lui, en bord de mer, dans le Morbihan. Bonjour, bienvenue dans mon repère breton. Venez, je vais vous montrer. Alors, on traverse la maison et on est directement sur la ria, en fait, parce que c'est une ria, c'est pas vraiment la mer, c'est la mer, l'océan qui remonte dans la terre. On a l'avantage d'être au bord de la mer, vraiment, et de ne pas avoir quand même les violences des tempêtes de l'océan. C'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus doux, notamment quand le vent souffle. Mais en revanche, c'est quand même la mer, juste au bout du jardin. Et tous les matins, direction la plage, à seulement quelques kilomètres de là, le temps pour Hervé d'éveiller son corps et son esprit. On va beaucoup sur les plages, marcher, se baigner l'été bien sûr, sans compter les virées qu'on fait plus loin. Il y a des tas de choses à voir dans la région. Le matin, quand je manque un peu d'inspiration, eh bien je viens ici, je marche le long de la plage, je marche le long des dunes, et ça revient. Et je reviens à la maison pour travailler. Ce que ça m'apporte pour l'écriture, au fond, c'est plus un apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis assis à ma table de travail le matin, je suis un peu énervé, je trouve pas mes idées, j'ai pas envie vraiment d'écrire, etc. Alors je prends ma voiture, je file ici, et je marche sur la plage. Et là, tout d'un coup, ça m'apaise. Je me sens bien, les idées reviennent. Quand je rentre à la maison, je suis plus que calmé, et j'ai des idées. Et c'est donc apaisé et inspiré que l'ancien journaliste présentateur du journal télévisé de France 2 peut retourner à son travail d'écrivain et à son 17e roman. Alors là, on arrive dans mon bureau. Ici, avec une vue sur la ria, et c'est ici que je travaille. Voilà. C'est ici que j'écris. En général, voilà, j'écris à la main. Ça, voilà, ce que j'ai fait un peu cet été. Une fois que j'ai écrit à la main, que le travail est à peu près fini correctement, je le dicte à mon ordinateur avec un logiciel de reconnaissance vocale et c'est très agréable parce que ça fait une lecture à haute voix. Bon, je suis très inspiré par les lieux, dans ma mémoire, etc. J'aime beaucoup voyager. Donc souvent mes livres sont partis ailleurs, sont partis voyager. Mais j'ai fait 2 romans qui se passaient en Bretagne, qui se passaient ici dans cette maison d'ailleurs. La première fois que je suis parti en Australie, j'ai eu une idée de roman noir. J'avais écrit d'autres romans, mais cette fois, j'ai eu envie d'écrire un roman noir. Je l'ai fait, je l'ai donné à la série noire, ils me l'ont pris en 8 jours. Alors je me suis dit, 1, l'Australie m'inspire, ça va servir de cadre à mes romans. En plus, ça plaît aux éditeurs et aux lecteurs, apparemment. Et 2, comme ça, il faut que je retourne en Australie régulièrement, ce que j'ai fait. Voilà. L'Australie est désormais son 2e port d'attache, où il passe tous ses hivers. Ses romans s'inspirent de ce pays et de sa culture qu'il connaît parfaitement. Maintenant, on va aller faire un petit tour à vélo. C'est chaque jour obligatoire à l'heure du déjeuner. Comme ça, il n'y a personne sur les routes, c'est très bien. Je prends mon petit vélo et j'y vais. Moi, ça me détend l'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est plutôt le besoin physique. Après l'écriture, on est resté à sa table, à se creuser la tête et à s'ennuyer parfois aussi un petit peu. Après, une bonne détente, une bonne suée sur le vélo, ça fait le plus grand bien. De retour chez lui, il retrouve son compagnon, Matej, sculpteur. Deuxième partie de la maison, c'est par là. Dont il partage la vie depuis plus de 20 ans et qui a son atelier dans la maison. T'es en train de travailler ou pas ? On vient de voir.
On a chacun notre espace. Notre lieu, notre espace. Bien sûr qu'à la fin on se retrouve et on discute pas mal. Ouais, de notre travail. Mais on a chacun notre espace. Donc par exemple le matin, on ne se voit pas du tout. On se voit exactement le soir. Ouais. Le matin et le soir, oui, c'est très bien. Mais c'est pas celle que tu avais exposée chez Clara. Celle que tu avais exposée chez Clara, c'était complètement différent. Allez, on va boire un petit coup. Désormais loin des plateaux de télé parisiens, Hervé Claude peut aujourd'hui vivre sa vie en toute sérénité. Et maintenant, la lumière se rallume sur Hervé Claude. Hervé, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 19 novembre 1945 à Paris. Exact. Père Lorrain. Oui. Directeur commercial chez Unilever. Mère bretonne. Oui. Père Lorrain, mère bretonne, comme Victor Hugo. Alors, femme au foyer, avec 5 enfants, ça se comprend. Oui. Et vos parents s'étaient rencontrés pendant la guerre à Paris, en fait. Exactement, oui, ouais. Absolument, oui. Alors, famille catholique, sans histoire, d'ailleurs, enfance un petit peu ennuyeuse. Oui, ennuyeuse, c'est vrai, mais quand je réfléchis, c'est quand même une enfance, pas protégée, mais c'est une enfance formidable. Ouais. Parce que on m'a donné toutes les cartes en main, je veux dire. Ça, c'est formidable. Vous dites quand même, j'étais impatient de passer à autre chose. Oui, c'est vrai. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais terriblement au lycée. Je n'étais pas mauvais, mais je m'emmerdais, quoi. Heureusement, il y a les grandes vacances en Bretagne. Là, tous les ans, vos parents louent une maison à Roténeuf, près de Saint-Malo. Et là, il y a la voile. Ah oui, ça a beaucoup compté. C'est-à-dire que, pareil, nos parents étaient très sympas, ils n'étaient pas très fortunés, mais ils nous ont acheté un bateau dès qu'ils ont pu. Et on a commencé à naviguer. Et moi, évidemment, le virus m'a pris et j'ai fait beaucoup de compétitions pendant 12-13 ans. On finira en équipe de France, quand même. Hein. Oui, j'étais jusqu'en équipe de France. On a préparé les Jeux Olympiques. Ouais. Ah ouais, pas mal. Alors, scolarité dans les lycées Montaigne et Louis-le-Grand. Aucun souvenir vraiment marquant, sauf ce prof de français qui vous donne le goût de la lecture en vous obligeant à lire les classiques. Oui, mon seul regret, c'est que je ne me souviens pas de son nom. Mais à part ça, oui, c'était en seconde. Et c'est vrai qu'il nous a fait lire toutes les semaines. Il fallait qu'on lise un classique. Ça allait de Gobineau à Mauroy, etc. Donc vraiment, ça m'a donné le goût de la lecture. Voilà, oui. Ça vous a aidé plus tard. Ah bah oui. Ensuite, Sciences Éco et Sciences Po, pas mal, mais pas d'école de journalisme, parce que vous n'avez pas de vocation particulière à l'époque. Dans mon milieu, le milieu de mes parents, on ne connaissait pas du tout les journalistes, donc on ne savait même pas comment il fallait faire pour être journaliste, donc ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais sinon, j'étais un dévoreur de journaux depuis tout petit. Alors, vous voulez écrire, et finalement, la façon la plus simple d'écrire, c'est le journalisme. Le problème, c'est que vous ne connaissez personne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais l'été, comme beaucoup d'étudiants, etc. Et j'ai travaillé à l'INSEE, et j'ai rencontré l'attaché de presse de l'INSEE, qui était un ancien journaliste, et qui m'a envoyé voir des copains à lui, pour voir si ça pouvait marcher, etc. Et il m'a envoyé un jour voir le fameux Gabriel Aranda. Ah, mais c'est celui de la feuille d'impôt de Chaban-Delmas. Voilà, exactement, oui. Mais qui était à l'époque, à la fois chef du service économique à la deuxième chaîne, à l'époque ça s'appelait même pas Antenne 2, et qui était chef du service économique d'un journal qui s'appelait L'Actualité, où j'ai commencé à travailler. C'est quoi L'Actualité ? C'était un magazine qui était dirigé par Paul-Marie de Lagorce, c'était un hebdo qui n'a pas tellement marché, c'était un hebdo un peu gaulliste de gauche. Oui. C'était, voilà. Très éphémère, oui. Très éphémère, mais j'ai rencontré plein de gens, y compris Françoise Kramer, qui est devenue ma femme. Absolument. Voilà. Alors, ensuite, France Inter, vous êtes rentré comment à France Inter ? Alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre-temps j'ai fait mon service militaire, je l'ai fait Boitin-Joinville puisque je faisais de la voile en compétition, et puis après quand je suis revenu, je suis retourné voir tous les journalistes que j'avais connus dans ma première période. J'ai eu une proposition inter, j'ai eu une proposition à la télé, j'ai choisi plutôt la radio, ça me plaisait plus a priori. La télé c'était, enfin c'est pas le tout début, mais on se rendait pas compte vraiment de ce que ça donnait. Le 1er janvier 1975, vous entrez en Antenne 2. Ouais. Et comment ? Alors ça, c'est l'explosion de l'ORTF à l'époque. Giscard a fait exploser l'ORTF dans les différentes sociétés, et il se trouve que les chaînes de télé avaient envie de renouveler les visages, mais ils n'avaient pas le droit de piocher hors du vivier de l'ORTF. Et donc, tous ceux qui étaient à France Inter à l'époque, Gildas, Poivre d'Arvor, Amar, Benjamin, tout ça, on est tous passés à la télé à ce moment-là. Oui, la plupart sont passés à la une, et moi je suis passé à la une. D'accord. Voilà. Alors là, c'est quand même la célébrité. Vous faites le journal pendant pratiquement une quinzaine d'années. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand on vous a vu présenter le journal télévisé ? Vos parents, par exemple ? Oui, mes parents. Enfin, je ne sais pas si ça les bluffait vraiment. Je crois qu'ils étaient contents pour moi. C'était bien, c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire, quoi. Je pense que pour faire un petit saut dans l'avenir après, ils ont été beaucoup plus bluffés le jour où je suis passé apostrophe avec Pivot, par exemple. Mais voilà, ça les a un peu bluffés, puis ils étaient vraiment fiers. Mais autrement, le journal, bon, j'étais journaliste, quoi. Bon, voilà.
Avec les médias, vous n'avez jamais eu de problème, vous avez toujours été très bien traité par les supports professionnels. Presque très bien. De temps en temps, j'ai eu quelques méchantes réactions. Par exemple, je me souviens d'un jour, c'était drôle, parce que j'avais interviewé Marché aux 20h, puis c'était, vous savez, c'était à l'époque où il était passé ses vacances chez Ceausescu. Alors évidemment, j'avais eu quelques questions un peu pointues dans l'interview, et notamment, je lui avais coupé la parole, on était passé à autre chose, et j'avais eu le droit à la une de Rouge avec les grossiers de l'écran. Sympathique. Bon titre en même temps. Oui, en plus. Question argent, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent à l'époque. Oh, pas mal quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'ai eu un salaire qui a progressé, mais c'est vrai que le jour où on fait le 20h, bon, on devient le salaire le plus important de la rédaction, quoi, c'est clair. Donc, ce qui fait d'ailleurs souvent une petite césure. Une petite césure avec les autres, parfois, etc. Voilà. Mais autrement, oui, c'était le service public quand même. Ouais. Donc, c'était pas non plus les tarifs de TF1 aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas mis d'argent de côté pour plus tard, disons. Non, pas trop. Non. Pas trop, non. Alors, question amour, en 1976. Vous divorcez de la journaliste Françoise Kramer. Oui. En fait, vous êtes gay, mais vous n'avez jamais de coming out. C'est-à-dire, vous dites, dans cette démarche, il y a la volonté d'avouer. Je trouve ça terrible, c'est comme l'affaire Lewinsky. Cette philosophie de l'aveu à l'anglo-saxonne, c'est pas votre truc. Ah non, je déteste ça. Et puis en plus, je pense qu'il y a un autre élément, c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment ça se passe chez les Américains, ils sont plus souvent dans le placard. Moi, j'ai jamais été dans le placard, je veux dire. Oui, dans les rédactions, vous travaillez, tout le monde le savait, en fait. Voilà, j'ai vécu avec Françoise. Après, bon, je suis passé à autre chose. Mais dans les rédactions ou mes amis, tout le monde savait avec qui je vivais. Vous ne cachiez pas, j'ai jamais caché quoi que ce soit. On m'a jamais non plus posé directement la question. Donc voilà. Et après, quand on a lu vos bouquins, c'est devenu très clair. Ah ben, c'est devenu plus clair. Alors à ce moment-là, on m'en parle plus, effectivement. Oui, évidemment. Ouais. Oui. Enfin, en 2009, comme dans Libération, vous avez annoncé que vous étiez paxé avec Mattei Negreanu, qui est un sculpteur sur verre. Donc... Bah voilà, au fur et à mesure, on est plus souvent ensemble. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble maintenant, donc bon voilà, on va pas... on peut vous croiser ensemble. Alors, quel a été le meilleur moment de cette époque du journal télévisé sur Antenne 2? Ce qui est formidable toujours, c'est les rencontres, même très brèves, qu'on peut avoir 3 minutes d'interview avec des personnages assez exceptionnels, de Barbara Hendricks à des hommes politiques, le président de la République, le Premier ministre, etc. Ça, c'est vraiment des moments forts, si vous voulez. Mais finalement, je trouve que c'est austère, le journal. Donc les vrais moments de télé où je me suis amusé, c'est parfois quand on allait chanter chez Drucker, en bande avec Zabel et Holst, ou des trucs comme ça, qu'on a fait souvent, d'ailleurs, je passais dans un tas d'émissions. Donc ça m'apparaît être des moments de bonheur par rapport à la difficulté, le travail même enthousiasmant qu'on faisait au journal. Enfin, il y a quand même eu un moment marrant, c'est un jour en fin de journal, c'est-à-dire le réalisateur ne coupe pas le plateau, vous savez plus quoi faire et vous cachez sous le bureau. C'est quand même très marrant, ça. C'était amusant parce qu'en fait, j'avais vu ça dans un film américain, c'était un film à sketch, et bon, voilà, j'ai pas voulu le refaire exactement, mais c'est vrai que j'ai senti que le générique ne partait pas. Et je me trouvais à l'antenne et qu'il n'y a rien de plus bête que de fermer son stylo, etc. Et donc, j'ai dit à mon assistante qui était derrière la caméra, je lui ai dit, chiche que je dise sous le bureau. Elle m'a dit pas cap, et évidemment, je l'ai fait. On en parle encore. Mais on en parle encore, c'est ça qui est fou, quoi. J'ai fait le journal pendant presque 20 ans. On vous parle de ça. On repasse cette séquence-là. Oui. Quel a été le pire moment de cette époque? Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mauvais souvenirs, puis je les efface vite. Hein. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il y en avait un qui était quand même vraiment pas bien. Ça a été au moment de la guerre du Golfe. Parce qu'au moment de la guerre du Golfe, là, je faisais le 20h, on faisait des émissions spéciales, etc. Et d'abord, on avait très peu d'informations et on s'est aperçu très vite, on les sentit très vite. D'abord que c'était très anxiogène par rapport à ce qu'on montrait, etc. Et ensuite qu'on se faisait manipuler complètement par l'information américaine. Et là, on a tous eu, je crois, un sentiment vraiment très désagréable. Et là, après 20 ans de maison, en 1995, Jean-Pierre Elkabbach vous vire. Mais pourquoi? Il faudrait lui demander, je ne sais pas. Non. Il a mis qui à la place? Qui avait à l'époque Bruno Mazur, mais qui faisait déjà le journal, je ne sais plus, bon, voilà. Et si après, il y a eu Étienne Lénart aussi, voilà. Bon. C'est vrai qu'il avait plus de pression possible sur Étienne Lénart que sur vous, quand même. C'est possible, oui. Puis moi, je l'avais connu dans une autre vie, Jean-Pierre Elkabbach, puisqu'il avait été notre rédacteur en chef entre 77 et 81, et que ça s'était très mal passé aussi. Pas seulement pour moi. Donc, il vous vire. Ensuite, vous allez sur Arte, vous faites Forum Planète. Sur France 2, vous reviendrez pour faire Agapé. Excellente émission. Merci. Enfin, vous ne serez plus jamais exposé médiatiquement comme vous l'avez été au moment du journal. Non, j'ai presque envie de dire tant mieux, d'ailleurs. Vous n'êtes pas nostalgique de ça?
Pas de la notoriété, non. Je peux être nostalgique parfois de certaines choses. Par exemple, c'est vrai que quand j'arrive sur un plateau de télé comme ici, l'ambiance de télé, les caméras qui tournent, la préparation, tout ça, même s'il faut attendre et tout, je trouve ça sympa. Et encore, ce dont je serais un peu plus nostalgique, c'est le travail collectif à la rédaction. Par exemple, les conférences de rédaction de 15h30, c'est quand même un souvenir formidable. Et de temps en temps, je me dis, quand il y a un événement politique, j'aimerais y être. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis passé à Arte, il y a eu le 11 septembre, et ce jour-là, comme je faisais les thémas, mais je ne faisais pas de l'actualité quotidienne, je me suis retrouvé sans rédaction. En plus, la rédaction était à Strasbourg, moi j'étais à Paris, et je n'avais pas de rédaction où aller pour vivre l'événement, avec les autres journalistes, travailler s'il fallait, etc. Là, je me suis senti frustré. C'est ça qui vous manquait. Vous avez de la rancune contre Jean-Pierre Elkabbach, par exemple? N'en parlons pas. D'accord. Inutile. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Hervé? Eh ben, je crois... Non, franchement, je crois que presque tout, quoi. À part une ou deux petites... mais c'est de l'anecdote. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? J'ai envie de dire, choisis ta vie. Je trouve que c'est... Moi, j'ai choisi ma vie, il me semble, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, affectif, amoureux, etc. Et bon, alors évidemment, il y a aussi saisis ta chance, parce que il faut avoir ces chances-là, je les ai eues, mais à un moment, il faut savoir choisir sa vie et se débarrasser des contraintes sociales, familiales et autres. Merci Hervé, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. Merci Thierry. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.